Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur Vox Africa. Au moins 3 personnes sont décédées ce lundi dans un important incendie en Somalie. 2 enfants figurent parmi les victimes et plusieurs blessés sont également à déplorer. Le feu a ravagé une grande partie du marché de Bakara, le poumon économique de la capitale Mogadiscio. Démarré dans la matinée, il a sévi pendant plus de 3 heures. La cause précise de l'incendie n'est pas encore connue, mais la police estime qu'il a pu être allumé par un réchaud défectueux ou un court-circuit. Les flammes se sont ensuite propagées d'étal en étal dans ce marché très dense. Les pompiers ont rencontré de grandes difficultés à venir à bout du feu, mais il est désormais maîtrisé. Le feu a englouti environ 2 km², principalement des magasins construits en tôles ondulées de fer. Puisse Allah aider ceux qui ont été touchés par la tragédie du feu. C'est dans l'optique d'accroître la campagne médiatique menée depuis 2 ans pour la restauration des 10% de la redevance forestière annuelle destinée aux communautés que Forêt et Développement Rural FODER a co-organisé avec Forest Media Awards ce vendredi 24 février 2017 à Yaoundé. Une conférence de presse pour communiquer sur la poursuite du plaidoyer qui va essentiellement s'appuyer sur les médias et sur les acquis de la format pour que la RFA destinée aux communautés au taux de 6,75% le soit désormais à 10%. La problématique majeure, c'est que nous attendons dans cette édition de la Forest Media Award, c'est de voir des journalistes qui vont aborder les questions concernant la RFA et souvent nous allons parler beaucoup plus du prix spécial RFA. Et maintenant, les thématiques qui seront abordées seront des thématiques en lien avec les droits des communautés, ce seront des thématiques en lien avec le respect de la législation forestière au Cameroun. Ce seront des thématiques en lien avec des bonnes pratiques dans le secteur forestier. Ce sera en lien avec le contrôle forestier au Cameroun. L'objectif de cette conférence est de lancer la 2e édition de la campagne sur la redevance forestière annuelle. Ce lancement passe par la présentation des enjeux de cette campagne, l'adhésion et la motivation des hommes des médias à travers le prix spécial RFA, et enfin la présentation des procédures de compétition et des critères d'évaluation des produits. Nous avons parlé du prix spécial RFA qui est la principale innovation de cette 3e édition de la Forest Media Award. Et aussi également, à côté de ces prix ouverts qui donnent la possibilité aux médias de pouvoir choisir des thématiques à aborder et aussi l'une d'innovation que nous apportons pour cette 3e édition de la Forest Media Award, c'est un prix pour 2. Donc, qui donne la possibilité aux journalistes qui gagnent le prix, qui donne la possibilité à son organe de presse également qu'il emploie de gagner aussi un prix. Donc, le prix est fixé pour les enveloppes 500 000 francs pour le journaliste dans sa catégorie et son organe de presse qu'il emploie gagne également 300 000 francs. Au final, FODER ambitionne d'encourager les journalistes et désormais les médias camerounais pour leurs efforts de sensibilisation et de communication déployés dans le domaine de la gouvernance forestière et du changement climatique à travers la Forest Media Awards. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 6 avril prochain et les lauréats seront connus au soir du 27 avril 2017. Depuis quelques semaines, ce genre de chantier sur la chaussée pullule dans la capitale camerounaise. En cause, le projet d'amélioration de la desserte en eau potable de Yaoundé, financé par la Camouata et l'Agence française de développement. À terme, le projet vise à densifier le réseau de stockage de la ville. Pour l'heure, les travaux consistent à remplacer les vieilles fentes par de nouvelles, ainsi qu'à augmenter la capacité de stockage de l'eau. Bientôt, de l'avis de certains responsables à la Camouata, les nombreux problèmes d'eau des Yaoundéens ne seront plus qu'un lointain souvenir. Seul bémol, les nombreux désagréments causés par les travaux, la destruction de la chaussée, indispensable à l'installation des tuyaux, entraînent une véritable congestion, une situation difficilement vécue par les usagers de la route. Ils gardent le goudron, ils n'arrangent pas, ils gardent le goudron, ils n'arrangent pas. C'est sûr quand la saison pluvieuse va venir, nous on va souvent marcher que dans la boue ici à Yaoundé. C'est vraiment la mer, je te jure, c'est pas bien. On devait faire ça que dès qu'ils font ça, ils goudronnent directement. Et ils diminuent encore même le goudron. Vraiment, sinon, avec leurs travaux en journée, ça perturbe. Autre problème, la lenteur accusée par les techniciens dans l'exécution des travaux. À certains endroits comme celui-ci, les travaux démarrés depuis plusieurs mois sont complètement aux arrêts. Franchement, avec les appareils, avec leurs machines qui font là, ça part lent. Même si le prix à payer est parfois fort, les Yaoundéens restent tous d'accord sur les bienfaits de ces travaux. Pour l'instant, l'eau potable est loin d'être la chose la mieux partagée dans la capitale camerounaise.
Direction l'Afrique de l'Ouest à présent. Le processus de paix malien signé en 2015 serait en bon chemin, selon le ministre français de la Défense. Lors de sa visite samedi à Gao, Jean-Yves Le Drian a rencontré la force française Barkhane avant de s'entretenir avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à Bamako. Parmi les signes positifs d'évolution constatés par M. Le Drian, il y a la mise en place jeudi dernier des premières patrouilles mixtes formées de soldats maliens, des combattants des groupes pro-gouvernementaux et de membres de l'ancienne rébellion à dominante Touareg, un succès après les nombreux retards dans la mise en œuvre de l'accord de paix. En dehors de ce premier pas vers la formation d'une armée unitaire malienne, l'installation des autorités intérimaires dans le nord du Mali, autre volet important de l'accord de paix, a lui été reportée à cause d'une nomination contestée à Kidal, le bastion de l'ancienne rébellion. La lutte contre le djihadisme au Mali mobilise les soldats maliens, mais aussi la force onusienne de la MINUSMA, ainsi que les Français de la force Barkhane. La majorité des islamistes ont été chassés du nord du Mali depuis début 2013. Il nous arrive à un moment où vraiment vous voyez un peu les éléments du MOC qui sont là, donc une retrouvaille des Maliens. Ça veut dire que le processus pour la paix et la réconciliation avance bien et nous ne pouvons que nous réjouir. Et il y a eu ce sursaut très fort que je constate avec plaisir aujourd'hui auprès du représentant du secrétaire général des Nations Unies, puisque hier le bouclage des autorités intérimaires a été effectué et que j'assiste aujourd'hui au fonctionnement des patrouilles mixtes qu'on attendait depuis longtemps et qui sont essentielles dans le processus de paix. Donc c'est un beau jour. Ils sont des volontaires nationaux arrivés au terme de leur mandat. Ils sont actuellement sans travail après 5 ans de volontariat. Ces volontaires se sont regroupés pour crier leur détresse. Ils demandent à l'État togolais de trouver un mécanisme d'insertion clair des volontaires en fin de mission et souhaitent aussi qu'un concours de recrutement soit organisé à l'endroit de tous les volontaires. Nous avons servi la nation. C'est avec une fierté que nous l'avons fait. Nous avions acquis de l'expérience. Maintenant, ce que nous voulons, que l'État aussi en retour nous fasse, c'est de nous permettre à ce que nous mettions cette expérience acquise au service de la nation. Bon, que devient-nous après ces 5 ans? On retourne à la maison, comme on avait fini l'université. Bien comment, c'est là où la question. Le sort des volontaires en fin de mandat préoccupe ceux qui sont encore en mission. Et ils s'inquiètent de l'absence d'une politique claire d'insertion des volontaires. C'est une possibilité qu'ils nous ont donnée de pouvoir travailler, d'avoir de l'expérience dans nos différents domaines et pouvoir être employable. Maintenant, à l'issue de l'acquisition de nos expériences, on se rend compte que, enfin, pour nos grands frères, on s'est rendu compte que les portes sont verrouillées et il n'y a pas de porte de sortie de crise. Alors on se demande ce qui nous attend, nous qui sommes toujours en fonction. Voilà. À l'Agence nationale pour le volontariat, on calme le jeu et on répond que le volontariat n'a pas pour finalité l'intégration tacite dans la fonction publique. Les volontaires ne sont pas en droit n'ont même pas le droit de se constituer en syndicat, parce qu'ils ne sont pas des travailleurs, ils sont des volontaires, et la loi togolaise définit clairement le statut du volontaire et dit que le volontaire n'est pas un employé. Le volontariat, selon les textes de loi instituant le volontariat national au Togo, le volontariat se rapproche le plus du bénévolat et non de l'emploi. Et il est clairement dit que le volontaire est encore en situation de non-emploi. Et donc, qu'est-ce qu'ils exigent? J'aimerais bien comprendre ce qu'ils exigent. Qu'on les maintienne dans le système, on ne peut pas les maintenir dans un système éternellement où d'autres attendent de passer et on ne peut pas les reverser à la fonction publique puisque la fonction publique n'est accessible que sur concours. Le programme de volontariat national au Togo a été créé en février 2011. Il est devenu en 2015 l'Agence nationale pour le volontariat. Le volontaire national signe un contrat de volontariat d'1 an, renouvelable 4 fois, soit au plus 5 ans, selon la loi sur le volontariat au Togo. Au Soudan, la journaliste Chamael Al-Nour s'affirme ciblée par les islamistes radicaux et certains médias du pays, comme le quotidien conservateur El Sina. Dans une chronique du 2 février dans le quotidien indépendant El Tayar, la journaliste a critiqué l'action du gouvernement en matière de santé publique.
Pour elle, moins de 3% du budget du Soudan est alloué à la santé et à l'éducation, et les régimes islamiques soudanais seraient plus obsédés par les questions de vertu et d'habillement des femmes que par les problèmes comme la santé ou l'éducation. Pour les islamistes radicaux soudanais, la chronique de Chamael Al-Nour est une insulte à l'islam. L'imam islamiste radical de Khartoum, Mohamed Ali Al-Ghazouli, a porté plainte contre la journaliste pour apostasie. Le chef d'accusation est passible de la peine de mort au Soudan. La famille de Chamael Al-Nour est inquiète pour sa sécurité. La journaliste de 36 ans qui s'est plainte à l'agence France-Presse est soutenue par son rédacteur en chef à El Tayar, Osman Mirgania, ainsi que par l'organisation Reporters sans frontières. RSF demande aux autorités soudanaises de faire le nécessaire pour la protéger et condamner tout appel à la haine et à la violence. J'ai écrit un article sur le fait que l'État impose aux femmes des tenues vestimentaires comme le voile et aussi sur le fait qu'ils disent aux gens comment ils doivent prier. Quand une femme parle de ces sujets ou qu'elle critique des spécialistes de l'islam, ça fait toujours des problèmes au Soudan. Les attaques contre moi sont exacerbées par le fait que je suis une femme. Je ne peux pas dire que j'ai une vie normale. Je ne peux plus aller où je veux et je ne peux plus me déplacer seule. Chamael Al-Nour a écrit des choses qui insultent l'islam et les vertus islamiques. Ça va aussi contre la loi et la constitution du Soudan. Elle dit que les religieux sont incapables de construire un État moderne. Chamael Al-Nour est une jeune journaliste promise à un bel avenir. Elle est pleine d'énergie et a beaucoup de volonté. Après l'Afrique du Sud jeudi et le Zimbabwe vendredi, le président de la FIFA a poursuivi ses visites africaines en Ouganda. Toujours vendredi, Gianni Infantino a rencontré le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala. L'entrevue s'est tenue en présence du ministre des Sports, l'honorable Charles Bakabulindi, du président de la Fédération des associations de football ougandaises, Moses Magogo, du premier vice-président de la FUFA, Mugisha Justus, ainsi que du vice-directeur exécutif de la fédération, Mandou Humphrey. Le lendemain, Gianni Infantino s'est exprimé sur l'élection du prochain président de la Confédération africaine de football le 16 mars à Addis Abeba en Éthiopie. Alors qu'Issa Hayatou, président sortant de la CAF et candidat à sa propre succession, est contesté par le président de la fédération malgache Ahmad Ahmad, M. Infantino a déclaré qu'il ne prendrait le parti d'aucun des candidats. En ce qui concerne l'élection à la Confédération africaine de football, ce n'est pas au président de la FIFA de prendre position ni de faire de recommandations d'aucune sorte. Les associations, membres des associations africaines de football, sont toutes assez grandes pour prendre leurs propres décisions et faire selon des critères objectifs. C'est ça la démocratie, c'est ça une élection. Et ceux qui doivent voter, ils voteront et ils iront. Et moi-même, en tant que président de la FIFA, je serai très heureux de travailler avec le président qui sera élu par le football africain en mars. Je m'engage en Afrique et dans le football africain parce que je crois qu'il y a un véritable potentiel que nous pouvons exploiter, que nous devons exploiter et que nous exploiterons, non pas avec des mots, mais avec des faits. Nous passons le nombre d'équipes dans la Coupe du Monde de 32 à 48. Nous ne faisons pas cela pour les Européens ou pour les Sud-Américains. Nous le faisons aussi en particulier pour l'Afrique. Au nord du continent, un policier a déjoué un attentat dimanche à l'est de l'Algérie. Dans un acte héroïque, l'homme a tiré avec précision sur la ceinture explosive portée par un kamikaze. L'engin s'est ensuite déclenché. La tentative d'attaque suicide a eu lieu vers 21h locale devant le siège du commissariat de Constantine, situé au-dessous d'un bâtiment abritant une dizaine de familles. Si la Direction générale de la Sûreté nationale n'indique pas si le terroriste a été tué ou blessé dans l'explosion, les médias locaux précisent que 2 policiers ont été blessés dans l'assaut manqué. La DGSN ajoute que le parquet a ouvert une enquête pour attentat terroriste. L'Égypte a accueilli samedi le ministre britannique des Affaires étrangères. Boris Johnson a rencontré le président nord-africain Abdel Fattah al-Sisi pour parler coopération commerciale et économique. Les 2 hommes ont finalisé un accord sur une garantie de prêt à l'Égypte d'un montant de 150 millions de dollars, environ 92 milliards 800 millions de francs CFA. Le prêt est lié à un plan d'aide de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, obtenu en novembre 2016 par l'Égypte, soit plus de 7 400 milliards de francs CFA. L'Égypte est touchée par une crise économique et des troubles sociaux, et un secteur est particulièrement affaibli dans le pays, le tourisme.
Le Caire pousse pour une reprise des vols britanniques à destination de sa station balnéaire Sharm el-Sheikh, suspendue après le crash en octobre 2015 d'un avion de la compagnie russe Metrojet, attaqué par des djihadistes de l'État islamique. Les 224 passagers étaient décédés. Au large de la Libye, ce sont plus de 1100 migrants qui ont été secourus jeudi dernier au cours de 9 opérations de sauvetage opérées par plusieurs navires des gardes-côtes italiens, une unité britannique et une autre norvégienne, ainsi que de bateaux commerciaux et d'organisations non gouvernementales. Les migrants se trouvaient à bord de 8 canots pneumatiques et d'une petite embarcation. Après leur sauvetage au large de l'Italie, plusieurs d'entre eux, originaires d'Afrique subsaharienne, ont témoigné des tortures qu'ils ont subies dans les prisons en Libye. La Libye devenue, depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, une plaque tournante de l'immigration clandestine vers l'Europe et des trafics de passeurs. La Libye, c'est l'enfer. C'est très difficile. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez vu ça et ça? Ça a été fait avec le bout d'une arme à feu. Et ici, c'est pareil. La Libye, c'est l'enfer pour les Africains afro-descendants. Lorsqu'on nous a demandé, j'ai amené le téléphone. Quand tu parles au téléphone, on te frappe. Tu parles au téléphone, tu as amené $2000. Tu appelles tes parents, ils n'ont qu'à envoyer $2000. Mais quand toi tu donnes le téléphone, compose le numéro, on te donne le téléphone, on te frappe, tu pleures pour que les parents entendent ça. D'abord, un de nos camarades, il a remonté le palan avec quoi on remonte le moteur. J'ai attrapé les billets d'abord, ici. On a remonté, la tête est en bas. On te remonte jusqu'au plafond. Si on te remonte jusqu'au plafond, il y a 5 personnes avec des tuyaux, des gros tuyaux comme ça. Un s'arrête ici, un s'arrête ici, un s'arrête ici. On te frappe, on te frappe, on te frappe jusqu'à ce qu'il t'évanouit. J'ai vu beaucoup de gens mourir. Même mes 2 amis, ils les ont tués en prison. L'un est mort sur moi, je l'ai attrapé comme ça. Et il m'a dit, si tu pars, dis à ma mère que je suis mort. Si tu pars, dis à ma mère que je suis mort. Ils ont tiré sur sa poitrine au moment où il essayait de s'échapper de prison. Je ne sais pas combien d'Africains sont morts en prison en Libye. Des milliers d'Afro-descendants souffrent en prison, sont torturés et reçoivent des décharges électriques, seulement à cause de l'argent. Des Libyens torturent leurs propres frères, des Africains, juste pour de l'argent. Le sort des migrants également exposé dans le 7e art avec Foko Amare par Della Lampedusa. Nommé pour le prix de meilleur documentaire aux Oscars 2017, le film de Gianfranco Rossi n'a pas remporté la célèbre statuette américaine détrônée par O.J. Made in America. Mais ce sont d'autres longs métrages qui ont surtout marqué cette 89e cérémonie récompensant le cinéma, notamment un mémorable imbroglio lors de la remise du prix du meilleur film par Faye Dunaway et Warren Beatty. Les acteurs américains ont commis une erreur en annonçant le titre de l'Oscar le plus convoité et en félicitant la comédie musicale déjà multi-récompensée La La Land. Toute l'équipe du film est montée sur le podium et 2 producteurs ont même commencé leurs remerciements avant qu'on vienne les prévenir que le gagnant était en réalité le film Moonlight, réalisé par l'Afro-Américain Barry Jenkins. L'événement a été retransmis devant plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. C'est avec un certain fair-play que l'un des producteurs de La La Land a alors déclaré qu'il était honoré de remettre la statuette à ses amis de Moonlight. Quant au remettant Warren Beatty, apparu très confus au moment de la lecture du résultat dans la précieuse enveloppe, il a alors expliqué sur scène que le carton qu'il avait lu portait la mention Emma Stone, La La Land. Le prix était destiné à la meilleure actrice du film, qui a tout de même raflé 6 Oscars, mais non au film lui-même. Je veux vous dire ce qui s'est passé. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu écrit Emma Stone pour La La Land. C'est pour ça que j'ai regardé Faye si longtemps. Puis je vous ai regardé et je n'essayais pas d'être drôle. Je pense que tous les films nommés en étaient dignes, donc j'ai accepté le résultat, j'ai applaudi comme tout le monde. J'ai bien vu qu'il y avait de l'agitation et j'ai pensé que quelque chose d'étrange s'était passé. Je suis sûr que tout le monde a vu ma tête, mais je suis vraiment resté sans voix quand le résultat a été changé parce que j'ai déjà regardé les Oscars et je n'ai jamais rien vu de tel. Donc c'était un sentiment très spécial. Encore plus que spécial, mais pas comme je m'y attendais.
Aucune explication. Les choses arrivent. Je vais dire que j'ai vu 2 cartes et ça arrive. Et je voulais voir la carte, la voir, et Warren a refusé de la montrer à qui que ce soit avant de me l'avoir montrée. Tout le monde demandait à la voir et il a dit « Non, Barry Jenkins doit la voir, je veux qu'il sache ». Et il me l'a montrée et je me suis senti rassuré par rapport à ce qui s'était passé. Je vais vous dire quelque chose et s'il vous plaît, écrivez-le. L'équipe de La La Land a été tellement digne. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça pouvait faire d'être à leur place et d'avoir à faire ça. On a passé beaucoup de temps ensemble au cours des 6 derniers mois et je ne peux pas imaginer avoir à faire ce qu'ils ont fait. J'étais sans voix parce qu'on a gagné et j'étais sans voix parce que c'était vraiment digne de leur part d'avoir agi comme ça. J'espère que cela va inspirer les gens, les petits garçons afrodescendants et les petites métisses, tous ceux qui regardent à la maison et qui se sentent marginalisés. J'espère que cela les inspirera de voir ce groupe de jeunes artistes dirigé par ce talent incroyable, mon ami Barry Jenkins. Moonlight raconte la vie de Chiron, jeune homosexuel afro-descendant qui a grandi dans un quartier difficile de Miami. De l'enfance à l'âge adulte, le film retrace le parcours de ce jeune homme qui tente de trouver sa place dans le monde. Après le titre de meilleur film, c'est un acteur de Moonlight qui a également été récompensé dimanche aux Oscars. Pour son interprétation du second rôle masculin dans le film, l'Afro-américain Mahershala Ali a reçu une statuette. Il devient ainsi le premier acteur musulman oscarisé dans une compétition très souvent critiquée pour son manque de diversité dans ses sélections. Dans le film, Mahershala Ali joue un trafiquant de drogue qui se prend d'affection pour le petit Chiron. Lors de la remise de son Oscar, l'acteur a rendu hommage à sa famille ainsi qu'à ses professeurs qui lui ont appris à se mettre au service de ses histoires et de ses personnages. Je suis tellement heureux d'avoir eu cette opportunité. C'était pour Juan, Chirone, Paola, tout le casting et l'équipe. C'était une expérience merveilleuse. Autre acteur afro-américain pressenti pour un titre majeur, Denzel Washington pour son rôle principal dans le film qu'il a lui-même réalisé, Fences. Reparti sans la statuette, celui qui reste le seul afro-descendant lauréat de 2 Oscars s'est tout de même réjoui. La prestation de sa partenaire dans le film, Viola Davis, a été récompensée. L'actrice afro-américaine, déjà détentrice de 2 Tony Awards, d'un Golden Globe et d'un BAFTA Award, a reçu dimanche un nouveau titre prestigieux, l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation acclamée d'épouse bafouée dans l'adaptation de la pièce d'August Wilson. Les gens me posent tout le temps cette question. Quel genre d'histoire veux-tu raconter, Viola? Et je dis exhumer ces corps, exhumer ces histoires, les histoires des gens qui ont rêvé grand et qui n'ont jamais vu leurs rêves se concrétiser. Cinéma toujours, mais en Afrique cette fois-ci. Le Burkina Faso accueille depuis samedi la 25e édition du célèbre FESPACO. Le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'est ouvert cette année avec un immense clap de cinéma actionné par le chef de l'État Roch-Marc Christian Kaboré. La grande fête du 7e art africain a été lancée avec un spectacle équestre et un concert du chanteur ivoirien Alpha Blondy, dont le pays d'origine est à l'honneur cette année. La cérémonie avait pour cadre un stade municipal de 5000 places plein à craquer. Malgré l'ambiance très festive, l'événement s'est tout de même déroulé sous haute protection des forces de l'ordre. Il y a un peu plus d'1 an, une attaque djihadiste avait fait 33 morts dans la capitale burkinabé. Quelques 164 films de tout format sont en compétition pour cette édition 2017 du FESPACO. Parmi eux, 20 longs métrages issus de 14 pays. Une 50aine de films seront également présentés hors compétition. Pour continuer à exister, le cinéma africain doit sans cesse se questionner, s'adapter aux nouvelles technologies, se professionnaliser et rechercher les fondements de son autofinancement grâce aux nécessaires mesures structurelles des pouvoirs publics. À l'heure de la mondialisation, le cinéma africain doit s'évertuer à présenter l'Afrique dans toute sa réalité et sa profondeur et à puiser dans son riche patrimoine culturel les fondements de ses créations. Le cinéma doit être un vecteur de la consolidation de notre culture africaine.
Cela doit être entendu. Et nous ne devons pas constamment nous laisser influencer par la culture des autres. Il nous faut, nous aussi, dans le cinéma, traduire les valeurs positives qui font les fondements de la société africaine. Pour sa 25e édition, les cinéastes du FESPACO ont rendu hommage aux pionniers du 7e art. Également à l'honneur, la femme africaine grâce au film d'ouverture Frontières. Ce long métrage sur les femmes africaines, par une femme africaine, a reçu un accueil chaleureux des spectateurs lors de la projection inaugurale de 20 longs en compétition. Frontières, de la réalisatrice Apolline Traoré, est un road movie où 4 femmes aux destins différents s'unissent en traversant le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Bénin afin de rallier le Nigeria. Raquettes des douaniers, inconfort, vol, viol, braquage, assassinat, rien n'est épargné aux 4 héroïnes dans ce film qui parle du courage des femmes. On parle beaucoup dans notre cinéma et dans le monde de ces voyages entre l'Afrique vers l'Europe, mais même cette circulation dans la sous-région est aussi un gros problème dont personne n'en parle. Donc il était important pour moi de parler de ce problème-là, ça c'est un, et de parler de courage de ces femmes qui bravent presque ces interdits pour faire ce qu'elles veulent pour nourrir leur famille. Pour moi, ce film, c'est un hymne à la femme, un hymne au combat de la femme africaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.